Bonjour Marc, Salut Jérémy. merci d'être venu jusqu'à ici, jusqu'à Valence, dans mon cabinet. Ouais, Bienvenue. gros trajet, putain, Ouais. j'en ai chier. Non, Ok. non. Pas de soucis, avec Donc plaisir. nous on se connaît, on s'est déjà vu une première fois et j'étais venu dans le cadre de mon projet Curious Ostéo pour te rencontrer. Je pars à la rencontre des ostéos qui m'inspirent et t'en faisais partie, notamment par le fait que tu aies fait un DU de philosophie en ostéopathie et parce que tu parlais sur un site de ostéopathie intégrative. Donc ça, Ouais. on en reparlera plus tard. Donc l'idée de cette interview, de cette vidéo, ça va être de creuser un peu plus ce qu'on avait pu parler la première fois. Ouais. Donc pour remettre un petit peu de contexte, est-ce que déjà, en peut-être 5 minutes maximum, est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui tu es, Marc Lunetti? Qui je suis? Professionnellement parlant, Marc Lunati, kiné, bon, je l'avais déjà signalé, mais bon, moi je voulais être kiné à l'âge de 15 ans. Donc voilà, qui est kiné par vocation. Le hasard des choses fait que lorsque je suis en études de kiné, je peux partir après pour mon service militaire avec une équipe de sport, avec une équipe de France de ski. L'équipe de France de ski, je fais le tour du monde, Jeux Olympiques et aventure humaine extraordinaire. Et surtout, c'était des gens qui, à l'époque, c'était en 91-92, déjà allaient voir des ostéopathes. Et donc, je ne savais pas comment fonctionnait l'ostéopathie. Et donc, par hasard et rencontre, discussion, il y a un gars un jour qui me dit bah, écoute, si tu veux te former en ostéopathie, il y a une école en France qui vient de se monter. C'était le SIDO à Saint-Étienne, temps partiel. Donc, je me suis inscrit en ostéopathie par curiosité. De 92 à 98, au début, pas très chaud dans les études parce qu'il y a des choses qui me paraissaient bizarres. Et puis après, l'expérience m'a fait voir qu'il y avait des choses à gratter. Ça m'a intéressé, passionné, j'ai connu plein de gens intéressants. Et puis en 98, je me suis installé en ostéopathie. J'ai eu la chance très rapidement d'être assistant de cours au SIDO en crânien avec Jean Arlot. Ensuite de passer prof en crânien au SIDO. J'ai arrêté au SIDO pour après aller enseigner en Autriche, toujours dans la sphère crânio et crânio-sacré, crânienne et crânio-sacré de 2004 à 2015. Voilà, ça me faisait partir 4-5 semaines de la maison, du cabinet et tout, c'était déjà suffisant, donc j'étais resté en Autriche pendant 12 ans. Voilà, après j'ai eu l'occasion de donner aussi des cours au Kazakhstan. Ok. Voilà, dans différents pôles, et ça c'était vachement intéressant aussi, j'ai fait du crânio sacré, j'ai fait un peu de viscéral, j'ai fait de la mécanique aussi, du structurel, et ça c'était intéressant aussi de revoir un peu ces vieux concepts et tout, j'ai adoré. Et puis depuis 2016, je donne des cours au CESO Lyon sur justement ce qu'ils appellent la FPC. FPC. FPC, formation professionnelle complémentaire. Donc D'accord. c'est en 4e et 5e année sur une approche crânio-sacrée un peu peut-être, je ne sais pas si on peut dire différente, mais sur une approche crânio-sacrée qui sort que du mouvement et de la mécanique crânienne classique. Voilà. Ok, ça marche. Voilà, Donc voilà. Professionnellement parlant, et je suis ostéopathe exclusif Voilà. depuis 98. Voilà. Ok, et tu pratiques où du coup? À Evins, à côté de Grenoble. Voilà. Ok. Donc là, dans ton parcours, on voit bien qu'il y a quand même pas mal de temps que tu consacres à l'enseignement. Pourquoi c'est si important pour toi d'aller enseigner ou en tout cas de transmettre? Alors, pourquoi c'est si important pour moi d'aller enseigner? Parce que j'ai écouté un de mes profs qui s'appelait Jean Arlot et qui m'a dit texto à l'époque, il m'a dit Marco, si tu veux progresser, il faut enseigner. Voilà. Ok. Il m'a dit en fait, ceux qui progressent le plus, c'est ceux qui enseignent. Et effectivement, il a raison il avait raison parce que quand tu as des élèves devant toi qui te posent des questions qui sont difficilement compréhensibles ou que tu n'arrives pas à répondre, tu vois, tu vas aller chercher dans les bouquins pour essayer de trouver des réponses. Tu vois. Et en fait, tu avances comme ça. Donc, tu crées tes cours, tu fabriques tes cours, tu as des questions qui te bougent, tu te dis, bah, tiens, celle-là, j'ai pu y répondre, celle-là, j'ai pas pu y répondre, pourquoi? Et puis, comme ça, tu avances. Et la deuxième des choses aussi qui était super, c'est qu'en donnant des cours, tu t'aperçois aussi du parcours que tu as déjà eu avant. C'est-à-dire que ça te met en confiance aussi un petit peu quelque part. Parce qu'on a un métier voilà, dans nos mains, subjectif. Et quand tu expliques à quelqu'un, ben voilà, ça se passe comme ça, comme ça, comme ça, et que tu poses tes mains et que tu dis, ben voilà, tu sens ça, et que tu expliques à quelqu'un et que c'est juste, enfin voilà, ça te met aussi
ça te permet de te mettre aussi en confiance, tu vois. Donc, Ouais, je je trouve vois. qu'il y a les deux choses. Voilà. Mais franchement, l'enseignement, c'est pour moi une voie royale pour progresser. Ça te sort du cabinet, ça te permet qu'on te pose des questions. Et puis alors, enseigner dans différents niveaux, c'est génial aussi. Comme ça, tu revois toutes les techniques et tout, c'est bien. Quand tu dis différents niveaux, c'est différentes années de formation? Enfin, de première année, Ouais, deuxième ouais, année, c'est-à-dire, oui, oui, tu démarres. Moi, j'ai démarré avec des cours de TGO, hein, voilà. Enfin, ouais. je n'ai rien contre le TGO, hein, mais voilà, j'ai démarré avec des cours de TGO. Après, j'ai fait de l'ukrainien en première, deuxième année, et puis Mhm. après, j'ai aussi donné un peu de cours de viscéral. Après, j'ai donné un cours un peu de structurel, bien que 80% de mon temps, c'était l'ukrainien et l'ukrainien sacré, tu vois. Ok. Et je trouve que c'est bien de revoir. Enfin, voilà, tu as des questions qui se posent, et ainsi de suite, et c'est un bon moyen de progresser, franchement. Ok. C'est pas, excuse-moi, je te coupe, Jérémy. Non, C'est non, pas le non. statut pour moi qui est intéressant, prof. Ouais, ça va, tu sors du cabinet, t'es prof, t'enseignes. C'est l'interaction avec les élèves. C'est l'interaction, comment tu fais passer le message. Et plus tu es limpide et plus tu es clair avec toi-même, je pense, plus tu as absorbé la technique, entre guillemets, ou le domaine, et Mhm. plus mieux ça passe. Et je trouve que Ok. c'est aussi un bon reflet de ta façon de pratiquer, tu vois. Plus c'est simple, clair et limpide, et plus les élèves ils comprennent et ils adhèrent. Et ça, Ouais, j'adore. ouais, ouais. J'adore. En tout cas, c'est intéressant de voir que qu'en ostéopathie, pour toi, on ne progresse pas que en étant au cabinet. Enfin, c'est important, c'est une expérience pratique qui est importante, mais aussi le fait de transmettre, ça te permet de clarifier les choses. Et peut-être aussi le fait d'être confronté aux questions des élèves, ça te permet justement d'aller creuser d'autres notions Bah, bien qui sûr. te permettent ensuite de progresser au cabinet, quoi. Ouais, disons que pour moi, c'est un bon pont entre pratique et théorique. Ok, Pratique et théorique. Tu es au cabinet, tu fais ta pratique et tout. Tu es en enseignement, tu crées tes cours, donc il y a de la théorie à faire, bien qu'il y ait beaucoup de pratique aussi à transmettre, hein. Nous, on a un métier pratique, hein. Je veux dire, je ne suis pas là pour faire 8 heures de cours magistral, hein. Moi, ça n'a jamais été mon cas, hein. ouais. D'accord? Mais tu as de la théorie. Il faut qu'il y ait quand même une base. Hmm. Donc, tu as ces cours théoriques qui sont là, qui te ramènent à ta pratique, qui te font poser des questions, et petit à petit, je trouve que la mayonnaise, entre guillemets, excuse-moi, elle prend et que tu avances comme ça, quoi, tu vois. Ouais. Pratique, théorique, pratique, théorique, pratique, théorique, et puis voilà. Puis tu as des questions, tu as toujours, c'est comme les patients, ça. Tu as toujours une question où un patient teste, c'est-à-dire un patient qui va te poser la bonne question au bon moment ou il va dire qu'il va te déclencher quelque chose dans les soins. Et c'est pareil au niveau des élèves. Tu as des élèves à un moment donné qui vont te poser une question qui disent bah, tiens, ça c'est pas bête, il faudra que tu réfléchisses comme ça et que tu vois des choses qu'il faut avancer, quoi. Ok. Très interactif, j'adore. Ouais. Et dans ce parcours dont tu nous as parlé, quelles ont été on va dire les figures emblématiques qui t'ont inspiré et qui t'ont fait progresser En ostéo, en ostéo, ouais. bah, déjà, quelqu'un comme Jean Arlot, moi, voilà, c'est le gars qui a réussi à me faire croire qu'un crânion sacré, ça marchait, quoi. Ah, Voilà, donc ok. moi j'étais kiné, je sortais d'une formation très carrée, très scientifique. Les kinés, c'est comme ça, hein. On était formés en milieu hospitalier et j'y croyais pas du tout au crânien. Jusqu'au moment où j'ai eu une expérience un peu euh, probante, d'ailleurs pas très positive, mais probante. Et voilà, et du coup avec Jean, on a commencé à discuter. Donc Jean, c'est vraiment la première personne, ostéopathiquement parlant, qui a éveillé la petite flamme en moi. Ça, Ok. c'est Jean. Après, il y a eu, et je tiens à leur tirer ma révérence, enfin, toute cette école grenobloise, ces ostéopathes grenoblois, Jean-Pierre Barral, Louis Romevaux, Dominique Triana, tous ces gens-là que j'ai pu côtoyer à différents niveaux, amical, personnellement, Didier Pratt aussi qui est décédé il n'y a pas longtemps, paix à son âme. Voilà, tous ces gens-là, Didier était en viscéral, Louis était en TGO, ce sont des gens qui étaient, comment te dire, qui vivaient l'ostéopathie, donc Ok. qui faisaient passer quelque chose. Donc ça, c'est la base. Ça, c'est la base des gens qui m'ont vraiment marqué en ostéopathie. Et puis après, je dirais que les gens qui m'ont marqué en ostéopathie, c'est pas forcément des gens qui sont français, parce qu'après, comme Hmm. j'ai été en Autriche, il y avait beaucoup de profs anglais, américains, ainsi de suite. Il y a une prof qui était d'origine anglaise, qui s'appelait Anneke Nisselein, qui m'a beaucoup marqué dans son approche liquidienne des choses, et dans son approche spirituelle aussi par rapport au crânien. C'était d'une simplicité, d'une limpidité, d'une humilité, et enfin, moi j'adorais la façon dont elle expliquait tout ça. Donc voilà, et puis après, c'est pas forcément. Après, c'est DU de philo aussi a été un moment très marquant Hmm. pour moi. Ok. Voilà. Sincèrement, il y a eu 3 grandes étapes comme ça. Voilà. Ok. Bon, bah du coup, c'est
le pont est parfait, on va arriver. J'ai pas fait exprès. J'ai pas fait exprès du sujet. Donc tu es diplômé en 1998 Ouais. et tu fais ce DU de philo en 2017-2018, c'est ça? C'était Ouais. l'année universitaire 2017-2018. Ouais, c'est ça, ouais. Donc si je compte bien, 20 ans après. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui t'a amené à faire 20 ans après diplômé un DU en philosophie de l'ostéopathie? Ouais, déjà ça sera déjà pas mal comme question. Bah, c'est la pratique. C'est la pratique. Tout ce temps, enfin chez moi, tout ce temps par l'expérience et la pratique. Voilà. C'est-à-dire que on sort de l'école, je suis sorti de l'école, on m'avait enseigné des tas de choses, super. Et il y avait déjà cette notion d'âme, de philosophie, de l'être humain, enfin de l'ostéopathie, tout ce que tu veux. On sentait que les gens, que les ostéos, ils vivaient ça et qu'ils étaient heureux de travailler avec cette intelligence du corps dont on décrit en ostéo. Donc ça, c'était déjà quelque chose qui était très fort en moi. Mais quand tu sors comme ça, tu as tendance, c'est compliqué de faire confiance à ses mains, voilà, à son ressenti. Ouais, donc tu es obligé de passer par des phases où tu te rassures. Donc pour te rassurer, qu'est-ce que tu mets? Tu mets du mental. Donc qu'est-ce que tu mets dans le mental? Tu dis, bah, ce mec-là, ce patient, il a tel problème, donc je vais lui faire ça, parce que c'est en relation avec ça, anatomiquement, tu vois. Voilà. Donc il a une épicondylite, on va lui manipuler la tête radiale, parce que c'est avec l'épicondylite. Voilà. Tu essaies des fois, quand tu fais pas trop confiance à ton ressenti, d'appliquer des recettes. Voilà. Et puis plus le temps passe, et plus finalement tu te dis, tes mains elles sentent des choses, et puis tu t'aperçois que les recettes que tu as appliquées ne fonctionnent pas toujours. C'est-à-dire que l'épicondylite avec la tête radiale ça marche, oui d'accord, ok ça marche, mais ça marche pas tout le temps. Et alors qu'est-ce qui peut provoquer d'autres épicondylites par exemple? Puis tu t'aperçois qu'il y a peut-être des problèmes digestifs, qu'il y a peut-être des problèmes ailleurs. Et ça, c'est pas la théorie qui te le fait, c'est pas dans ta tête que tu le sens, c'est dans tes mains que ça vient. Et en fait, petit à petit, avec le temps, tu te dégages un peu de cette approche théorique de l'être humain pour te mettre plus dans l'approche de la main, de la sensibilité, voilà. Et là, tu rentres petit à petit dans un monde où en fait, tu fais confiance qu'à tes mains. D'accord? Tu fais confiance à tes mains, tu vas sentir des choses, à juste titre ou à faux, hein, mais voilà, on ne fait pas que des miracles, bien au contraire, il y a des fois où je me plante, des fois où c'est juste, mais c'est tes mains qui vont t'enseigner les choses. Et plus tu travailles comme ça, plus tu t'éloignes de cet aspect théorique pour être dans sa pratique et dans ta main, et plus tu t'aperçois quand même que le corps fonctionne, enfin l'être humain c'est quand même quelque chose de spécial. C'est-à-dire que tu vas faire une séance pour tel patient, tu fais la même pour un autre patient, ça ne fonctionne pas. Ou tu as des réactions qui sont négatives ou positives. Ou alors tu appuies sur une zone, le patient il va te sortir quelque chose de sa vie intime et tu ne sais même pas pourquoi. Et tu te dis mais qu'est-ce que c'est que ça? Donc en fait tu sors on parlait de rationnel, irrationnel la dernière fois, tous les deux. Tu as un côté rationnel au départ qui est logique, il n'y a aucun problème. Le rationnel, il en faut, il n'y a pas de problème. Il y a un côté machine à l'être humain, Descartes, quoi. Hein. Il n'y a pas de souci, il faut être cartésien. Mais il y a un côté aussi, il y a des choses qui fonctionnent en dehors de ça. Et du coup, quand tu rentres là-dedans, t'es un peu, alors là, tu fais confiance à tes mains, il y a un côté magique aux choses, il y a un côté génial, parce que tu te dis, l'être humain, c'est magnifique et tout, mais tu as aussi besoin, enfin moi en tout cas, j'ai eu ce besoin-là, de comprendre comment ça se passait, comment ça fonctionnait, et voilà. Du coup, j'ai été voir un peu du côté de la science, et la science ne m'a pas... satisfait? Non, ne m'a pas satisfait. Je critique pas la science, parce qu'il en faut, et je trouve que c'est bien qu'il y en ait. Mais ce que je pense, c'est qu'à un moment donné, la science, elle a ses limites aussi. Elle fonctionne souvent suivant ses dogmes, ses paradigmes, tout ce que tu veux, et elle a ses limites. Et par rapport à l'être humain, j'ai eu le sentiment qu'il fallait aller chercher dans d'autres sciences, entre guillemets, notamment les sciences humaines, la philosophie, et ainsi de suite. Et ce DU de philo, ce qui m'a apporté 20 ans après, c'est que j'avais passé depuis un petit moment... je sentais bien que j'étais entre côté rationnel et irrationnel, je balançais entre les deux régulièrement, parce qu'il y a toujours un aller-retour dans notre métier, voilà. Et ce côté irrationnel, il fallait que j'ai des choses qui me l'expliquent. Il fallait que je comprenne certaines choses, et la science, comme c'est rationnel, ne pouvait pas me le dire. Du coup, ce DU de philo, avec les sciences humaines, son approche aussi psychologique, enfin, il y avait différentes choses qui intervenaient, m'a donné des concepts qui m'ont posé dans ma pratique. Voilà, mais vraiment, qui m'ont permis de comprendre que la perception c'est la perception et que chacun a sa perception, qui m'a donné aussi
des moyens de comprendre que la globalité finalement de l'être humain, on pouvait l'avoir à X niveau. Ouais. Voilà. Voilà, et que c'était vraiment intéressant de voir l'être humain comme ça. Du coup, ça m'a posé dans ma pratique, ça m'a fait un bien fou. Et franchement, je trouve au jour d'aujourd'hui que c'était une formation magnifique, quoi. Ok. Je me suis régalé. Bon, super. On a touché du doigt Ouais, mais un sujet intéressant parce que. jusqu'à présent, excuse-moi, j'ai Non, un non, petit coup, vas-y, parce qu'il y a une chose que je voulais dire, c'est que jusqu'à présent, quand je faisais des stages, c'était des stages très, tu vois, de post-gradué, c'était des stages très pratiques. Voilà, telle technique. Dans le DU philo, il n'y avait aucune pratique. Enfin, si, il y avait des pratiques pour confronter nos choses, mais il n'y avait aucune pratique qui t'a mené quelque chose de technique, de nouveau, tu vois. Mhm. Mais par contre, ces concepts théoriques m'ont vraiment posé dans ma pratique. Ouais, je comprends. Je suis clair ou pas Ouais, là? ouais, bien Ouais. sûr. En tout cas pour moi, oui. J'espère pour tout le monde. Ce que j'allais dire, c'est on a touché du doigt un sujet quand même intéressant. Tu parles de perception, tu parles de choses subjectives. Ce sont aujourd'hui actuellement des choses qui chamboulent parce que la science est en train de prendre une place importante. Dès qu'on parle de perception, on nous dit tout de suite que c'est biaisé parce que c'est subjectif justement. Et justement, encore une fois, quand on parle de philosophie, certaines personnes ne comprennent pas qu'on puisse mettre un peu de spiritualité dans le soin. Même si philosophie et spiritualité sont des choses différentes, on est quand même dans des domaines qui parfois choquent un peu et c'est intéressant, je trouve, que tu sois là-dedans, quoi. Ouais, mais alors après, je suis là-dedans, je l'ai pas voulu, hein. Ouais, bien sûr. C'est-à-dire que non, mais je l'ai pas voulu. Justement, pour un esprit comme toi qui était à la base très très cartésien, que l'expérience t'ait amené là-dedans, Ouais. c'est, je trouve, un parcours intéressant. Et c'est aussi L'expérience pour ça m'a qu'on bousculé. se rend compte. Ouais. L'expérience m'a bousculé. Première expérience, je te dis, au début, avec Jean Arlot, je croyais pas au crânien. Première expérience, j'ai un patient avec une arthrodèse lombaire. J'étais kiné depuis 1 an. Le mec, il a une arthrodèse lombaire, le patient. Je sais plus quoi en faire, il a toujours des douleurs, je sais plus quoi en faire. Le chirurgien disait, mais non, tout va bien et tout. Je savais plus quoi en faire. Je rentre d'un stage d'ostéo, on m'a dit, oui, au niveau crânio-sacré, il y a des relations, des machins. Moi, je me suis dit, bah tiens, s'il est bloqué au niveau du bassin, au niveau des arthrodèses lombaires, je vais peut-être essayer de voir au niveau crânien si on peut faire des choses pour compenser. Bon, ben, je fais ce que je peux. Le lendemain, il était bloqué complet, le gars. Il a été bloqué. Mais bloqué. Quand je te dis bloqué, ça faisait, voilà, et il a été bloqué. Il a été voir un rhumato, il a été infiltré. Ça a été la première rencontre Enfin, ça a été une expérience négative. Parce que quand même, faire un soin et faire ça, c'était négatif. Mais d'un autre côté, je me suis dit, j'ai touché que le crâne. Le mec, le lendemain, il est bloqué. Je me suis dit, il s'est passé quelque chose. Ça faisait 1 an que je le voyais, ce gars-là. Je savais comment il fonctionnait, je savais comment il vivait. Enfin, je veux dire, d'un jour à l'autre, il n'y a pas eu de nouveauté chez lui. Voilà. Et je fais une séance de crânien, il est bloqué. Et ça a été le point de départ de vraiment de mon envie d'aller en ostéopathie. En fait, parce que je me suis dit, bah tiens, arrête de te moquer des choses. Arrête d'être bête comme ça. Tu dis ça marche pas. C'est pas possible. Je l'ai fait, je l'ai éprouvé, ça a fait ça. Il s'est passé quelque chose. Donc s'il s'est passé quelque chose, arrête d'être con. Excusez-moi le mot. Arrête d'être con et essaie de comprendre ce qui se passe au lieu de dire non. Mais et c'est comme ça. Et c'est toujours l'expérience chez moi qui m'a bousculé. Toujours. tu vois, tu aurais très bien pu te dire ouais, non, c'est pas du tout de ma faute et tu aurais pu ne pas creuser. Mais tu as quand même eu l'esprit d'être assez ouvert ou la curiosité assez éveillée pour justement te dire il faut que je comprenne ce qui se passe. Et tu t'es servi de cet échec, je ne sais même pas si on peut appeler ça un échec thérapeutique, oui, mais justement pour grandir et pour évoluer. Tu vois la phrase que j'ai marquée là, la culture de l'erreur protège du sentiment. L'échec, on est carrément là-dessus en fait. Tu t'es servi de ton échec pour évoluer en fait. Ouais, mais alors après, moi j'ai jamais eu peur d'échec. Non, mais dans le sens où qui ne fait pas évidemment. Qui n'a pas d'échec? Celui qui n'a pas d'échec, il ne progresse pas. C'est celui qui a que de la réussite, c'est pas possible ça. C'est pas possible. On parlait de sport de haut niveau la dernière fois. Un sport de haut niveau, ils ont combien d'échecs avant la réussite? C'est sûr. Voilà. Donc oui, là c'était un échec, mais c'était un échec. C'était un échec pour moi qui a été marquant. Je ne me sentais pas de laisser ça comme ça. J'ai essayé de comprendre. Et puis après, en discutant avec Jean, d'abord Jean Arlot, il a rigolé quand et il m'a dit, bah, tu vois, tu viens d'avoir une expérience. Et ça m'a bousculé. Et ça a toujours été comme ça. Ça a toujours été des expériences avec des patients marquantes qui m'ont bousculé et qui, à un moment donné, m'ont fait avancer dans ma pratique. Voilà. Et effectivement, au bout d'un moment, quand tu avances dans ta pratique, et ben voilà, oui, la spiritualité, la philosophie, parce qu'à un moment donné, tu te dis, mais comment ça se passe? Il y a autre chose.
C'est évident. Mm. L'âme, l'esprit, le corps, voilà. On est dans des notions qui sont... c'est des conceptions de l'être humain, tout simplement. Ouais, carrément. Mais du coup, ça va me permettre d'embrayer sur l'autre question. Donc, le sujet de ton mémoire, c'était sous forme de question. Quelle conception de l'homme pour penser la globalité en ostéo? C'est ça? Ouais. Ok. Est-ce que déjà tu peux nous donner ta définition de la globalité? Pour toi, aujourd'hui, c'est quoi la globalité en ostéopathie? Bonne question, Jérémy. Merci. Euh, alors, ce mémoire m'a rendu hyper tolérant, en fait. Plus tolérant que tolérant. Parce qu'en fait, quand tu lis le dictionnaire, donc tu prends une page, qu'est-ce que c'est que la globalité? On va te dire, c'est être global. Ok. Et c'est quoi être global? C'est la globalité. En fait, ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a pas une définition nette. Ouais. D'accord? La globalité, c'est un ensemble de choses qui se relient. Voilà. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut rien dire, en fait. Ça veut dire que tu vois des infirmières dans un CHU qui font des soins, et elles pensent être globales par rapport à leurs soins, par rapport à l'approche de l'être humain. D'autres, les psychologues, pensent être globales par rapport à leur approche. Globaux, pardon. Donc voilà. Et en fait, je me suis aperçu, c'est que la globalité, il y en a à toutes les sauces et pour tout le monde. D'accord? Donc ça, déjà, c'est perturbant. Parce que nous, en ostéopathie, on a dit oui, il faut voir l'être humain dans sa globalité. Mais ça veut dire quoi, la globalité? Ça veut rien dire. Ça, c'est la première des choses. Je me suis dit, ça veut rien dire. Deuxième des choses, c'est que quand je discutais avec des ostéopathes, tout le monde avait, soi-disant, une approche globale. Tu vois, et puis, moi, je fais ça, je fais ci, je fais ça, je fais ci. Ok, tu fais ça, c'est très bien. Ils avaient tous des approches, soi-disant, globales. Mais en même temps, des fois, je les trouvais très fermés dans leur approche. Mais j'ai compris, en fait, maintenant. C'est-à-dire que tu as un ostéo qui fait de la mécanique. Truc tout con, il a un patient qui a mal au dos, il lui manipule un genou et une cheville, c'est une approche globale mécanique. Ouais. On est d'accord. Carrément. Voilà. C'est-à-dire qu'il n'est pas resté fixé sur le problème de dos. Il est allé voir le genou, donc c'est déjà une approche globale. Bon. Puis tu as un autre ostéopathe qui a une vision de la globalité un peu différente. Toujours le même gars, il a mal au dos. Bon. Mais il a intégré que finalement, peut-être que les viscères pouvaient jouer aussi sur les problèmes de dos. Bon, il va lui trouver un rein, un foie, allez, on va dire rein, qui lui donne des douleurs lombaires en barre derrière, et il va lui manipuler un scaphoïde au niveau de la cheville. Bon, c'est déjà une autre approche de globalité. Il y a la mécanique plus le viscéral. Voilà, donc c'est une autre pièce du puzzle. Et puis il y a un autre ostéopathe qui a encore une vision différente, ça c'est de l'esprit de l'ostéopathie, c'est-à-dire de l'ostéopathe lui-même. C'est son ouverture d'esprit, ce qu'il veut faire, ou ce qui, du moins à quoi il tend, à quoi il... Enfin, c'est un... Ça je dirais, c'est intérieur à chaque être ostéopathe. Voilà, il va dire, tiens, au niveau crânio-sacré, peut-être qu'il y a quelque chose qui gêne qui a un problème lombaire. Tu vois? Et puis alors, donc, il va faire, effectivement, d'accord, donc il y a le rein qui bloque, donc il y a le scaphoïde, puis il va faire un peu de mécanique, là, et il peut me dire, tiens, peut-être qu'au niveau crânio-sacré, on trouve une zone émotionnelle qui a un rapport avec le rein. Et donc là, tu es encore sur un autre niveau. Et je pense que c'est comme les poupées russes, en fait. À chaque poupée russe, il y a une globalité différente. Et en ostéopathie, c'est pareil. Donc en fait, ce mémoire m'a fait comprendre ça, c'est-à-dire qu'on parle tous de globalité, mais par globalité, on entend tous des choses sûrement très différentes. Voilà. Et moi, dans ma pratique, et sans aucune prétention, ce que ma pratique m'a forcé à faire, en fait, ma perception des choses, ça m'a forcé à élargir ma notion de globalité, donc à ouvrir mon esprit. Au début, j'étais cartésien, C5, c'était l'épaule. Voilà. D'accord? Ok? Ça, c'est les vertébrothérapeutes, ils disent la même chose. C5, c'est l'épaule, c'est maigne. D'accord? On va pas... Voilà. Mais l'épaule aussi, si tu ouvres un peu, ça peut être la clavicule, ça peut être le foie. Enfin, voilà. Et en fait, ma pratique m'a forcé à ouvrir mon esprit et mon champ de globalité, comme ça. Et effectivement, à un moment donné, tu ouvres tellement dans ta pratique, et ben que tu tombes dans la philosophie, la spiritualité quand même. Tu te dis, l'être humain, c'est pas possible, c'est pas qu'une mécanique, c'est pas qu'une zone d'échange membranaire, c'est pas qu'une zone d'échange métabolique. Il y a autre chose. Il y a un souffle de vie. Le souffle de vie dont parle Sutherland, c'est intéressant. Ça vient d'où ça? C'est quoi? Style, il avait une spiritualité. Je pense qu'à un moment donné, on touchait à cette notion d'âme, corps, âme, esprit, corps. Voilà. Et plus tu avances dans la pratique, plus toute cette globalité, plus ça te bouge au niveau de l'esprit et plus je trouve que tu tombes là-dedans. Voilà.
Alors, Je suis clair ou pas? complètement, enfin, moi en tout cas ça me parle beaucoup et ça me fait même penser à cette dimension spirituelle qui était quand même là dès les origines de l'ostéopathie. Enfin, Steele en parle et qui notamment que l'ostéopathie c'est la loi de la matière, du mouvement et de l'esprit. Ouais, Donc, ça ce qu'on disait, matière-mouvement, ça paraît cohérent, mais esprit, qu'est-ce qu'on en fait au niveau pratique? Mais justement, moi, ce qui me questionne, c'est pourquoi est-ce que cette sphère, on va dire, spirituelle, pourquoi est-ce qu'elle n'est pas abordée dans l'enseignement? Parce que moi, en 5 ans, il n'y a jamais un prof qui est venu me voir en me parlant de cet aspect, on va dire, spirituel de la pratique, alors que quand on ouvre tous les bouquins de Becker, de Sutherland, de Steele, il y a toujours un rapport, peut-être, je dirais, au divin, en tout cas à cette partie divine qu'on peut avoir en nous. Ouais. Et alors ça, je peux comprendre que dans un cadre avec des décrets, un cadre institutionnel, on ne veuille pas aller là-dedans. Pourtant, nos racines nous forcent quand même à aller là-dedans. Je pense, hein. Ouais, j'entends ce que tu dis, Jérémy. qu'est-ce que J'entends. ça te parle? Le truc, c'est que je pense que spirituel va souvent avec ésotérique. Ça va souvent aussi ésotérique, ça va souvent avec. Ça va souvent avec religion surtout. Je Ouais, pense ouais. que la grosse problématique, elle peut être là aussi. Oui, oui, je suis d'accord avec toi. Il y a une confusion énorme entre spirituel et religieux. Ouais, on est d'accord. Voilà, après, euh, disons que. Bon, je fais un peu brontosaure, mais moi, quand j'étais dans mes études, on ne parlait pas directement de spiritualité. Tu vois, on ne parlait pas directement. On avait des cours de philosophie en première année, mais par contre, après, les ostéos qui venaient, ils baignaient là-dedans. Pas forcément la religion et la spiritualité, mais tu sentais que. Moi, je me rappellerai toujours de profs qui me disaient putain, mais quand tu sens que ça bouge, que l'intelligence du corps fonctionne, mais c'est génial, on ne peut pas s'embêter dans ce métier-là, et tu sens que ça bouge et que ça répercute ça, ils s'éclataient dans le boulot. Bien sûr. Ils s'éclataient parce qu'ils avaient affaire à cette intelligence-là. Et cette intelligence du corps leur amenait forcément à penser à faire certaines formes de spiritualité, je pense, d'accord? Ils ne nous en parlaient pas en tant que tel, d'accord? Après, on était au courant un peu des écrits de style et ainsi de suite. Après, je comprends que les écoles restent cadrées entre guillemets dans les décrets en disant bon, il nous faut quand même qu'on soit. Il y a des caps à passer en ostéo, je pense. Tu peux pas tomber tout de suite dans la spiritualité en Bien sûr. ostéo en disant bah tu vois, t'es comme ça. Il y a des caps à passer. Donc c'est comme toute éducation, c'est comme tout apprentissage. Tu ne deviens pas sportif de haut niveau avant d'avoir fait tes bases techniques, d'accord? Bien sûr. Donc voilà, ça je l'entends bien. Pour autant, qu'on fasse nos bases techniques à l'école, qu'on nous parle de choses très rationnelles, très cartésiennes ou quoi, pour autant, je suis d'accord. Mais pour autant, ça ne veut pas dire qu'il faut nier le reste. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas ouvrir sur certains cours, que les écoles ne peuvent pas ouvrir sur certains cours, entre guillemets, plus, on va dire, touchy, on va dire, hein, d'accord, voilà, dans le niveau liquidien, le niveau membranaire, des choses dont sont toujours tous servis. Toujours, les ostéos sont toujours tous servis de ça, d'accord? Et puis aussi, pour autant, je trouve que c'est pas parce qu'on veut une approche sérieuse, consciencieuse, en application avec le décret, qu'on doit dire tout ce qui est hors science ne marche pas. Ça, pour moi, je suis pas d'accord avec ça. Je suis pas d'accord avec ça. Ce qui est hors science, c'est la fermeture pour moi. Ça, c'est être obtus quelque part. C'est de la bêtise. C'est de la bêtise. Quand tu travailles avec un corps humain, effectivement, il y a de la science. Ok. Mais il y a des choses qui ne sont pas scientifiques. Et il y a des choses qui, pour le moment, ne sont pas prouvées. Ça ne veut pas dire que ça ne marche pas. D'accord? Ça marche. Les preuves sont... Enfin, on a des expériences, ça marche. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'il faut mettre à la poubelle. Voilà. Il faut simplement attendre, peut-être, que la science change de paradigme, change de dogme, pour qu'elle arrive à prouver ce qu'on ressent. C'est tout. Regarde, j'ai donné un exemple. Moi. Il y a 3-4 ans, je regardais Arte et les Chinois. Là. Non, mais les Chinois, j'adore voyager aussi parce qu'ils ont d'autres façons de voir les choses. Voilà. Les Chinois, ils soignent les cancers. D'accord? Les Chinois, comme nous, les Chinois, pareil. Radiothérapie, chimiothérapie, vas-y, la totale. Ils y vont à totale. Mais à côté de ça, qu'est-ce qu'ils font? Un peu d'acupuncture. Dans les hôpitaux, un peu d'acupuncture, un peu de médecine traditionnelle chinoise avec les plantes, et ainsi de suite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils associent un pan de la médecine qui est cartésienne, voilà, on a fait des recherches, ça marche ça, et ils associent un autre pan de la médecine qui, à cheveux, est ancestral. L'acupuncture, on ne sait pas comment ça fonctionne.
Les plantes, encore à la limite, on peut comprendre, mais voilà. Et ils les ont associées. Ils les ont pas dissociées en disant, ben, hein, ça vaut rien pour que l'autre, c'est tout. Ils ont associé les choses pour essayer de faire quelque chose de cohérent. Alors, en ostéopathie, faisons la même chose. Voilà. Pourquoi on ne fait pas la même chose? Il y a un côté scientifique, génial, super. Bon, ok. Faites tous les mémoires que vous voulez sur un côté scientifique. Vous verrez qu'à un moment donné, il y aura des limites à ça. On le voit déjà tout le temps. Les mémoires maintenant, voilà. Et il y a un côté aussi qui n'est pas scientifique à l'ostéo. Mais on est combien à le dire? On est des milliers à le dire. Voilà. On n'est pas seul, on est des milliers à le dire. Arrêtons de dire c'est la connerie. Non, on le dit, on le vit, on a des expériences, que les scientifiques viennent à nous, ou qu'on aille vers les scientifiques et qu'on essaie de trouver ces expériences. Voilà, c'est tout. Voilà. Je crois que ça me paraît, je sais pas, ça me paraît logique. On a cette chance-là en ostéopathie d'avoir cet aller-retour dans ces deux mondes, entre guillemets, qui veulent pas se côtoyer, scientifiques et non scientifiques. Putain, mais essayons de créer du lien, de discuter pour voir ce qu'on peut faire. On a tellement un métier qui est riche. Enfin, bon, là je m'emballe un peu là. C'est très bien, c'est parfait. C'est parfait. Mais oui, on observe actuellement vraiment un clivage entre, on va dire, l'ostéopathie dite scientifique avec l'evidence-based médecine, et puis ceux qui s'avèrent un peu ostéopathes traditionnels. Moi, ce qui me dérange, c'est les extrêmes là-dedans. Je pense vraiment, comme tu dis, que en fait, tout ça, c'est les deux faces d'une seule et même pièce. C'est-à-dire que l'ostéopathie est une, elle a un côté scientifique et un côté irrationnel, dont on ne comprendra peut-être pas forcément tout, mais pourtant quelque chose que l'on vit au quotidien avec les patients et ça marche quoi. Bah, alors, moi je suis très pragmatique. Hein. Comme j'ai dit, l'expérience m'a toujours bousculé et je fais toujours attention à l'expérience. Enfin, je veux dire, les ostéopathes. Enfin, il faut quand même aussi se rendre compte d'une chose, c'est que l'ostéopathie a bousculé le monde médical, le paysage thérapeutique français. On a été reconnu en 2002. Mais avant, depuis 60 ans, il y avait des ostéopathes qui ont travaillé, et s'ils n'avaient pas travaillé, s'ils n'avaient pas bien travaillé, on n'aurait pas eu autant de succès. D'accord? Non, mais il faut être clair, quoi. Et ils ont travaillé avec quoi? Ils ont travaillé avec les techniques structurelles, viscérales, enfin viscérales, Jean-Pierre Barral en a pas mal amené, crâniennes, liquidiennes, membranaires, toutes ces techniques. À l'heure actuelle, il y en a qui sont décriées et il y en a qui sont admises. Mais en tout cas, c'est ça qui a fait le succès de l'ostéopathie.